Citoyenneté et démocratie, partie 2. Le texte Immigration, néoconservatisme et néolibéralisme après la crise de 2008. Le nouveau régime de citoyenneté canadien à la lumière des trajectoires européennes de Dufour et al. 2015 met en application la notion de régime de citoyenneté. On voit ici ce qui détermine à qui on accorde la reconnaissance des citoyens et les droits qui accompagnent ce statut. On se rend compte également que la citoyenneté apparaît comme un instrument et un objet de clôture sociale qui cloisonne la société en établissant des frontières discriminantes entre citoyens et non-citoyens. Le texte rend compte aussi de facteurs macro qui affectent le régime de citoyenneté comme les conjonctures économiques et les orientations politiques des différents gouvernements nationaux. Dans ce cas, on parle du gouvernement canadien, qui était sous régime conservateur entre 2006 et 2015. Durant cette période de pouvoir, il y a eu énormément de modifications au niveau du régime de citoyenneté. Le chapitre « La peur du peuple, agoraphobie et agoraphilie politique » de Dupuis-Derry, 2015, réfléchit plus à la notion de démocratie. Il répond à la question fondamentale suivante. Qui est le plus apte à nous gouverner, les élites ou le peuple? Finalement, on se rend compte que ce sont les élites qui nous gouvernent. Cette élite alimente une peur du peuple et une conception du peuple qui est incapable de se gouverner lui-même. Le texte montre comment les idées affectent les modes de gouvernance et notre organisation du politique. Nous vous proposons de regarder les deux contenus suivants. 1. Canet s'attaquer, 270 ans de résistance, et 2. Laissez-nous raconter. L'histoire crochie pour réfléchir ensemble qui fait que nous sommes dans un pays historiquement fondé sur la colonisation et l'impérialisme. Il faut prendre en considération qu'il y a une vision légitime de la démocratie, de la citoyenneté, du pouvoir politique et de la souveraineté qui est imposée. C'est une perspective occidentale qui est développée par les élites politiques et nous voulons vous montrer une perspective différente. On veut mettre en lumière qu'il y a d'autres formes de légitimité démocratique auxquelles le pouvoir colonial continue à s'opposer. Par ailleurs, le professeur en sciences politiques Paul Nadasdy, qui a étudié les Premières Nations sur le territoire du Yukon, nous explique que même lorsqu'il y a reconnaissance de la souveraineté des Premières Nations par le gouvernement du Canada, comme c'est le cas au Yukon, il y a une vision qui entre fondamentalement en confrontation avec les valeurs et les philosophies traditionnelles autochtones. Par exemple, dans le territoire du Yukon, le territoire a été séparé en 14 Premières Nations distinctes. Le fait que le territoire soit séparé de cette manière, en établissant des frontières géographiques, entre en confrontation directe avec le fait que les peuples autochtones se voient traditionnellement en termes catégoriels, comme le gouvernement tente de lui imposer. Ce politologue précise également que cette manière de concevoir la souveraineté fait une séparation distincte entre humains et non-humains, ce qui va complètement à l'encontre des traditions autochtones. Les non-humains sont considérés comme des ressources à échanger, à marchander, ce qui n'est pas vraiment adéquat avec les visions autochtones.